Bienvenue dans Ces Français de l'étranger, CFDE, et aujourd'hui nous recevons Nathalie Cogia, nouvelle députée des Français établis hors de France, élue dans la 5e circonscription. Alors, son arrivée à l'Assemblée nationale a été tout sauf classique, entrée en fonction immédiate, en plein vote du budget, sans transition ni période d'observation, et depuis on la voit à l'Assemblée parfois à 2 heures du matin, quelques heures plus tard sur le terrain, puis à nouveau en déplacement dans l'un des 4 pays qui sont à la fois le Portugal, l'Espagne, Monaco et Andorre. Donc un rythme intense, presque irréel. Et puisqu'on parle d'entrée en matière mouvementée, eh bien, il y a cette phrase culte du cinéma français, celle du petit gibus dans La guerre des boutons. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Alors c'est une phrase enfantine, mais qui résonne parfois étrangement avec le climat politique actuel, tant l'Assemblée ressemble ces derniers temps à une forme de guerre des boutons moderne. Alors on posera bien entendu la question à Nathalie Cogia, est-ce que cette phrase lui traverse-t-elle parfois l'esprit, si j'avais su je ne serais pas venu. Et bien entendu nous allons revenir sur son arrivée fulgurante, sur le rythme de ce début de mandat, les attentes aussi des Français de l'étranger, les priorités qu'elle souhaite porter pour bien notre communauté et les différents sujets qu'elle va ou qu'elle traite déjà dès à présent à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, avant de poursuivre, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les interviews, toutes les chroniques et toute l'actualité des Français de l'étranger, qu'elles soient politiques, associatives, entrepreneurs, enseignants et bien d'autres. Et si cette interview vous plaît, merci de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Donc par avance, merci et on se retrouve tout de suite. Nathalie Cogia, bonjour. Bonjour Thierry Burtin. Alors, merci beaucoup d'abord d'être avec nous. Je sais que vous êtes très, très occupé. On va en parler dans quelques instants. Et plutôt, même quand je vous dis bonjour, je devrais dire bonjour, Madame la députée. Alors, à votre arrivée à l'Assemblée nationale, eh bien, vous avez dû vous mettre au travail immédiatement, sans aucune transition, en plongeant directement dans le fonctionnement parlementaire, parce qu'on rappelle que vous venez d'être élu après des élections législatives partielles qui se sont passées entre le mois de juillet et le mois de septembre. Et donc, vous plongez directement dans le fonctionnement parlementaire. Alors, comment s'est passée cette mise en route express, Nathalie Cogia? Et beh, c'est vrai que j'ai dû, sauter dans le bain, directement comme on dit puisque j'ai même raté un petit peu la rentrée parlementaire et quand, la rentrée, où vous savez les groupes politiques, organisent des séminaires, pour, planifier un petit peu leur, leur session, la session parlementaire, à venir. Et donc moi, c'est vrai quand je suis arrivée, j'ai dû, directement aller en hémicycle et m'intégrer dans les discussions, budgétaires. Et c'est vrai que, c'est un moment, en fait, inédit pour le Parlement, puisque comme vous le savez, la vie politique s'est recentrée, autour de l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement a renoncé à l'utilisation du 49.3 pour faire voter le budget. Et donc ce qui se passe, à l'Assemblée, nationale est devenu, vraiment, crucial. Et ça, c'est inédit, dans l'histoire de la 5e République. Et donc du coup, c'est vrai que mon rôle, en est d'autant plus, enfin et de mes collègues, députés en est d'autant plus, important et je mesure, la responsabilité qui m'est confiée, voilà, en ayant ce rôle. Et donc oui, alors j'ai pas eu de transition en fait, mais directement, j'ai pu avoir, bah, écoutez, un impact, puisque j'ai, pu, aborder le sujet de nos finances, publiques, le sujet de comment sont reflétées les retraites publiques dans notre comptabilité nationale. Et c'est vrai que, on voit avec le débat qu'il y a en ce moment, qui est un sujet qui préoccupe nos concitoyennes, nos concitoyens en CIRCO, le sujet du réseau des lycées français, AEFE. On voit que cette question de la comptabilisation des retraites a un impact, vraiment très, très concret.
sur sur les missions de l'État, dont l'AEFE, et les missions de l'État et les opérateurs, dont l'AEFE. Alors, Oui, alors alors, non, juste, pardon. ouais, allez-y, allez-y. Non, alors justement, Nathalie Coggia, le fait que l'une de vos anciennes collègues, on parle d'Éléonore Carrois, se retrouve non plus députée, parce qu'elle était députée, elle, de la seconde circonscription, vous êtes sur la cinquième circonscription des Français de l'étranger, hein, pour l'une et l'autre, le fait qu'elle se retrouve ministre et qu'elle connaisse aussi évidemment ces sujets, parce qu'en Amérique latine, ces sujets sont aussi prépondérants, est-ce que ça vous aide dans vos démarches? Bah, c'est vrai que elle, je pense que ça facilite les choses de la connaître déjà, évidemment. Elle essaye bien sûr, de nous impliquer dans tout dans ce on appelle la réforme de l'AFE, puisque l'AFE est, comme vous le savez, au pied du mur, avec les coupes budgétaires qui ont eu lieu en 2025, et celle qui est mise sur la table pour 2026, qui n'est pas encore entérinée et contre laquelle j'ai proposé des amendements, mais qui ne sont pas encore passés en hémicycle. Mais donc l'AFE a déjà mis voilà, des propositions sur la table, à la fois pour, on va dire, faire passer, arriver à passer 2026 au niveau budgétaire. Et puis il y a un travail de plus moyen terme qui est engagé, et sur laquelle la ministre souhaite nous impliquer, nous les parlementaires, hein, tant les députés que les sénatrices et les sénateurs, de réformes plus structurelles. Et donc, effectivement, elle connaît, enfin, surtout Éléonore, en ayant été députée des Français à l'étranger, connaît très bien ces sujets-là. Et moi, pareil, en ayant été déléguée consulaire et suppléante de mon prédécesseur, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir rentrer dans ce sujet toutes les deux, sans transition, on va dire. Alors, ce qui vous a le plus surpris dans le fonctionnement interne de l'Assemblée? Parce que là, vous avez dû tout faire et puis tout faire très rapidement, quand les autres ont plus de temps, quand il y a une installation normale, on va dire, d'un nouveau Parlement. Oui, alors c'est vrai que voilà, vous arrivez, on vous demande tout de suite d'aller en hémicycle et de voter des amendements. On n'a même pas le temps de vous dire bonjour. Alors, on vous dit bonjour quand même, et on vous donne, si vous voulez, un ordinateur, un badge, votre PIN de député, votre écharpe. Voilà, on vous explique deux, trois trucs administratifs, mais vraiment pas grand-chose en fait. Et c'est vrai que voilà, et on n'a pas, quand on arrive. Alors, je comprends que c'est un petit peu différent quand on arrive avec les 577 autres députés, c'est-à-dire pas dans le cadre d'une partielle, parce que là, j'étais la seule à arriver avec. Michel Barnier est arrivé, je crois, une semaine avant. Il y avait un autre député qui arrivait à peu près en même temps que moi, mais Qui est c'est arrivé tout. après, c'est Ah, le député de la seconde circonscription, parce que le fait c'est que une semaine après, c'est voilà, ça. voilà. Voilà, mais donc, quand tout le monde arrive en même temps, je crois qu'il y a un peu plus de onboarding, on va dire. Mais c'est vrai que là, en fait, ce que vous constatez, c'est qu'il n'y a pas vraiment de onboarding. On ne vous fait pas de cours de droit public, de finances publiques, ou sur les questions territoriales. Pas de média training. Sur l'installation administrative, c'est un peu Fort Boyard. Vous découvrez à chaque étape l'étape suivante, et j'ai pas encore complètement fini. Et après, quand on parle du Ils travail. vous ont même pas fait faire la visite de l'Assemblée nationale. Vous avez dû le faire en courant. Ils vous ont même Non, pas fait faire la visite. Vous avez dû le faire en courant. je suis un peu jalouse, parce que ma nouvelle collaboratrice qui vient de commencer, en fait, va en faire une lundi. Et je me dis, mais elle va la faire, moi je ne l'ai pas encore faite, donc vraiment faut que je m'inscrive à une de ces visites. Non, ce qui est aussi très surprenant, c'est ça, c'est qu'en parlant plus spécifiquement du travail législatif et non administratif, enfin, ou de mon rôle de député, c'est qu'en fait, vous êtes constamment supposé être à trois endroits en même temps, en hémicycle, en commission, à un rendez-vous ministériel, à une audition, à quelque chose qui a trait à votre circonscription. Et en fait, vous êtes en permanence en train de devoir arbitrer entre des choses qui sont censées être à la fois toutes obligatoires, prioritaires et importantes. Donc, et vous arrivez enfin, vous finissez par comprendre que vous ne pouvez pas vous cloner, et qu'il faut faire des choix, réfléchir, choisir un peu ses combats, pour ne pas diluer enfin, c'est sinon Son vous avez énergie. ouais, diluer l'impact de votre travail, en fait.
Ouais, Donc, mais alors, ouais, mais alors, quoi qu'il en soit, c'est quand même un rythme exceptionnel. Alors, on vous voit parfois. Moi, je vous ai vu d'ailleurs à 2 heures du matin à l'Assemblée nationale vous prendre en photo. Pour moi, là, effectivement, puis après être sur le terrain quelques heures plus tard, puis à nouveau en déplacement. Comment vous faites pour tenir justement ce rythme pareil jour après jour? Parce que là, depuis que vous êtes arrivé, c'est non-stop. alors, D'ailleurs, on a dû reporter même notre entretien, on a dû le reporter parce que l'emploi du temps a pris le dessus. oui, et puis c'est parfois imprévisible, en fait, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai parfois j'ai dû changer la date, parce qu'effectivement, il y a des choses que vous ne pouvez pas prévoir. Les discussions dans l'hémicycle évoluent et elles sont réorganisées, reprogrammées. Enfin, parfois, tout d'un coup, on a des suspensions de séances. Enfin, voilà, tout peut, à un moment Finit à pas donné, l'heure. Et ça voilà. finit à pas. Alors par contre, ouais, non, donc le soir où je suis sortie à 2 heures, c'est une soirée où on avait fait une prolongée. C'est vrai que ça devrait arriver moins souvent maintenant, puisque les horaires avant, c'était plus fréquent. Maintenant, l'horaire normal, c'est jusqu'à minuit. Mais on peut décider quand voilà, c'est important et on veut vraiment ou on veut terminer quelque chose avant le lendemain, de faire ce qu'on appelle une prolongée. Et c'est ce qui s'était passé ce soir-là. C'était sur le sujet du budget de la sécurité sociale. Donc, Ah ouais. donc C'est pas passé inaperçu, hein. Voilà, c'est pas passé inaperçu cette image où vous étiez en train de faire le commentaire en disant. Donc on s'est dit, c'est ouais, une elle bosse. vidéo que j'avais faite pour expliquer un peu ce qui s'était passé. Mais ah non, c'était la première lecture du budget, je me souviens. Ouais, c'est Euh, ça, oui, c'était exactement. la sécurité sociale, c'était le budget de l'État. Mais voilà, non, c'est vrai que mes collègues, enfin la plupart de mes collègues et moi, travaillons de cette manière intense. Et c'est vrai que j'espère qu'on arrivera à corriger cette image du député paresseux que parfois veulent nous faire. Cette image parfois est transmise par les médias en montrant des photos ou des images ou des vidéos d'hémicycles pas très remplis. Ouais. Euh, Ce qui, en fait, enfin, c'est mal refléter en fait la nature de Mais là, notre. ça vous a obligé, ça vous a obligé vraiment à changer de vie. Donc, en fait, à dormir à Paris, de revenir en circonscription quasiment que les vendredis et de repartir très tôt le matin, le lundi, je suppose. Oui, il y a eu beaucoup de semaines comme ça. Là, comme le budget n'est pas encore revenu, du coup, là, je passe plutôt cette semaine et la semaine prochaine, je vais passer plutôt 3 jours à Paris. Mais c'est vrai que les semaines précédentes, c'était plutôt ça. Je suis même restée certains samedis. Mais voilà, mais je vous dirais que je ne m'en plains pas. Je suis très honorée de pouvoir représenter mes concitoyens et concitoyennes de la cinquième circonscription. C'est vrai que voilà, les enjeux, enfin, ce dont on discute à l'Assemblée en ce moment est vraiment très important pour la France. C'était un de mes engagements de campagne, de contribuer à doter la France d'un budget. Et c'est ce que je fais. Et on a vraiment fait un grand pas de géant en votant le budget de la sécurité sociale. Il reste encore le budget de l'État. Voyons voir si nous pouvons y arriver et démontrer aux Français que le Parlement est capable de faire les compromis, pas les compromissions, mais les compromis nécessaires pour avancer la France, on va dire. Et sinon, non, pour revenir sur les impacts, voilà, même si voilà, je suis une nouvelle députée, j'ai aussi pu faire voter, enfin faire discuter certains amendements sur l'imposition universelle, quand cela a été discuté en première lecture du budget de l'État, qui ont contribué, avec aussi les interventions de 2 de mes collègues, des députés de l'étranger, à nous faire échapper à l'imposition universelle, mais à une voix près. Donc voilà, votre vote est important, puisque c'est vrai que c'est pas moi qui avais été élue au second tour, mais on serait peut-être soumis en tant que Français de l'étranger à l'imposition universelle. Est-ce que évidemment, vous côtoyez de nombreux Français, vous avez aussi des équipes aujourd'hui qui vous aident justement dans cette démarche. D'ailleurs, vous avez dû euh, trouver peut-être des nouvelles personnes, puis le faire très rapidement en fait, pour que les personnes se mettent tout de suite en fait dans le bain, pour pouvoir vous représenter aussi dans les différentes, dans la circonscription. On le rappelle que c'est à la fois Monaco, Andorre, l'Espagne et le Portugal. Ça a été facile d'ailleurs de trouver rapidement comme ça, au pied levé,
des nouvelles personnes pour composer toute l'équipe ou vous avez récupéré quasiment l'équipe précédente? Alors j'ai repris, 2, des collaboratrices de mon prédécesseur, Bérénice à Barcelone que les Barcelonais et enfin les Catalans en général connaissent et enfin les Catalans, les Français qui vivent au Catalogne et Émilie, à Madrid. Et puis effectivement, il a fallu que je recrute, quelqu'un, au Portugal et à Paris et donc c'est maintenant fait. C'est donc, Isabelle au Portugal, qui combine ça avec son emploi et à Paris, c'est Alexandra qui a commencé, jeudi, voilà, qui vient du secteur des affaires publiques et qui est la plus jeune de l'équipe et je m'en réjouis parce qu'elle va pouvoir, nous donner un peu cette perspective, d'une personne, voilà, qui est encore, dans l'année enfin, dans la décennie de sa vingtaine et donc c'est vrai que, voilà, je pense que comme ça, on aura une équipe, diverse, qui sera à même de gérer tout ce qu'on doit gérer en tant que député parce que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment une sorte de micro-entreprise. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a de il y a de l'organisationnel, il y a l'administratif, il y a du travail législatif, il y a du travail de communication, il y a du travail d'intervention sur les dossiers en circonscription. Donc c'est vraiment un travail très, très varié et donc je suis contente de pouvoir, avoir cette équipe, dans sa globalité qui est très polyvalente et qui compte aussi, Stéphane Bogota, mon prédécesseur, parmi elles et donc non, voilà, je me sens maintenant vraiment bien armée pour pouvoir affronter ce mandat. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir avoir après consacrer un peu plus de temps dans la circonscription, une fois que l'Assemblée nationale se calmera un petit peu. Alors, même si j'ai fait quelques déplacements en circonscription, Oui, heu, j'en mais parle. sachez que le travail, en fait, pour la circonscription ne se fait pas forcément dans la circonscription. J'ai fait énormément de réunions à Paris, au ministère des Affaires étrangères, concernant à la fois, l'AMFE, mais aussi le sujet de la MLF, dont vous êtes, peut-être moins au courant en étant, plutôt, connaisseur du Portugal, mais le réseau MLF, d'Espagne Espagne. est dans le processus d'être vendu. Cela m'a pas mal occupée puisque voilà, c'est un processus, qui reste opaque pour l'ensemble des parties prenantes. Donc voilà, j'ai aussi pas mal travaillé dessus et ça, c'est un travail en fait qu'on fait beaucoup, à Paris, depuis Paris, puisque, il faut, Ça vous oblige à quoi? Rencontrer beaucoup de personnes, aller voir des, les heu ouais, beaucoup d'interlocuteurs sont à Paris. Après, il y en a d'autres qui sont effectivement en circo, mais c'est vrai que comme ils sont répartis dans toute la circo, le plus simple, parfois, et là, c'est de c'est faire quoi? C'est empêcher la vente? C'est empêcher ou trouver une solution? c'est pas empêcher concernant la MLF, non, c'est pas Ouais, alors, on peut pas empêcher la vente, c'est la MLF est souveraine bien sûr. dans sa décision de vouloir vendre le réseau, mais c'est au moins, lui mettre la pression pour qu'elle, implique alors déjà qu'elle fasse un énorme devoir de transparence, ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là, mais aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire en fait vraiment impliquer, les parties prenantes, donc les personnels, les représentants des parents, d'élèves, les élus dans, les décisions importantes qui vont être prises dans ce processus, c'est-à-dire l'identité du repreneur, les conditions de la reprise, que ce soit le programme, pédagogique, les conditions d'emploi du personnel, du personnel en général, hein, enseignants et autres. Voilà, la garantie que ça va continuer à être un système, qui, AEFE, enseignement, en français. Voilà, toutes ces conditions en fait de reprise, doivent être, négociées avec le repreneur, mais en prenant en compte, la perspective des parties prenantes, sans quoi le projet va échouer. Enfin, je veux dire, si les parents ne sont pas, les Ça, c'est conditions vraiment les 2 grands thèmes, hein. Les 2 pardon? grands thèmes, on parle des thèmes vraiment des 2 grands thèmes sur le scolaire, en fait, Ah oui. principalement. Donc c'est pour ça que je veux dire, j'ai passé beaucoup de temps depuis Paris à m'occuper de ça. Après oui, je pense que quand les débats budgétaires, seront terminés, j'aurai plus le temps d'aller en circo, mais enfin j'ai quand même déjà fait 2 déplacements à Barcelone, un déplacement au Portugal et puis, quand même je reste à Madrid. Mais c'est vrai que voilà, je vais, en principe, alors je vous ai pas expliqué, mais tout député rejoint une commission permanente et peut rejoindre une commission, aussi optionnelle quand il, rejoint le parlement. Donc moi, je rejoins la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et également la commission des affaires européennes et dans le cadre de la commission des affaires européennes, je vais,
je vais être nommée rapporteure, d'un rapport avec un autre député sur le financement de la transition énergétique et donc ça va m'amener aussi à faire des déplacements, dans toute l'Europe et donc voilà, mais c'est des choses qui, enfin voilà, je continuerai à aller en circo, mais ce que je pensais que c'était important quand même de dire que c'est pas parce qu'on n'est pas en circo qu'on ne travaille pas pour la circo. Hem, Ouais. Est-ce que vous notez d'ailleurs une différence, bon, parce que vous êtes en contact évidemment aujourd'hui, parce que vous êtes la députée de la 5e circonscription. Est-ce que vous notez des différences aujourd'hui de ces Français de l'étranger avec la rentrée scolaire qui s'est passée aujourd'hui, une période d'incertitude, des problématiques évidemment qu'on peut voir en France. Est-ce que les comportements, est-ce que les personnes qui vous contactent, est-ce qu'ils ont des demandes qui sont différentes par rapport à celles qu'on avait l'habitude d'avoir ces dernières années? vous parlez des préoccupations des Français de l'étranger? Oui, Les Fran principalement, oui. Bah, elles ont fondamentalement pas changé, hein, depuis que je me suis engagée, D'accord. en politique. Vous avez toujours le sujet de l'éducation, le sujet de la fiscalité, le sujet des procédures, enfin des démarches et des procédures administratives et ça change pas. C'est leur nature, dans le détail qui évolue puisqu'il y a des progrès qui ont été faits Il y a donc déjà un sujet de moins. Il y a un sujet de moins maintenant pour l'Espagne, c'est le passeport. Ça y est, c'est fait. c'est Ça vous libère du temps. c'est Voilà. exactement, donc ce qu'on appelle, l'extension de l'expérimentation du renouvellement sans comparution des Ouh là, passeports. que de termes compliqués. C'est très français là, Ça d'utiliser des termes. a Ouais, été, lancé le 1er décembre, et géré en Espagne par le consulat de Barcelone, mais pour toute l'Espagne, hein. Ça ne veut pas dire que c'est seulement, les Français de Barcelone qui sont concernés, mais c'est géré, c'est organisé par le consulat de Barcelone et a priori ça va reprendre ça a repris déjà au Portugal, puisque, ça devait reprendre en même temps. Je n'ai pas encore de retour, exact sur c'est bon, le c'est le Portugal. renouvelé. Ouais. Ouais. Mais donc, et j'ai pas encore de retour négatif sur ce qui se passe en Espagne, donc j'imagine que ça se passe bien, parce que ça fait 15 jours que non, même pas 11 jours que ça a commencé. Mais donc voilà, je reviendrai dans ma prochaine newsletter, on reviendra dessus et voilà, et ça, c'est vraiment une victoire, bah, de tout ce travail qui a été accompli depuis 3 4 ans par les différents ministres des Français de l'étranger, par mon prédécesseur et puis moi pour le dernier milestone, comme on dit, pour, faire en sorte que vraiment ça commence. Et hem Il et en y a, fait il y a un il y a un sujet, effectivement. Alors, effectivement, on a compris donc, sur les passeports. Il y a aussi des sujets qui sont importants. Aujourd'hui, le transport. Le Portugal n'est toujours pas desservi par un système de TGV qui permettrait de relier effectivement la France, l'Espagne ou en tout cas Madrid à Lisbonne. On en parle beaucoup. Est-ce que c'est vraiment acté? Le Portugal s'engageait maintenant à faire des travaux. Est-ce que vous vous êtes intéressé sur ce sujet? Parce que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui des questions, justement, parce qu'on trouve qu'effectivement, les moyens de transport ne sont pas forcément évidents dans la péninsule. bah, écoutez, En moi, dehors. je suis députée, de l'Assemblée nationale française et j'ai peu d'influence sur ce qui se passe entre le Portugal et l'Espagne, mais j'ai vu comme vous qu'effectivement le projet de liaison, à grande vitesse entre Madrid et hem et Lisbonne. Lisbonne, Oui, va ouais. va de l'avant, donc je m'en réjouis. Et alors moi de mon côté, j'ai interrogé, le nouveau président de la SNCF, et le ministre des Transports, au sujet des liaisons entre, la péninsule ibérique et la France, notamment, enfin, que ce soit par le train de nuit ou une liaison à grande vitesse. Et donc, c'est vrai que, bah, donc le ministre du Transport, est revenu vers moi en me disant que c'est vrai que pour lui, enfin, un des problèmes qu'il y a, c'est que, l'Espagne n'a pas encore enfin, n'est pas, vraiment, coutumière des trains de nuit. En fait, c'est pas vraiment quelque chose qui existe, a priori, en Espagne, les trains de nuit, mais que voilà, enfin, que c'est un sujet qui est sur la table. Donc, il faudra que je continue de l'interroger et de pousser en ce sens. Pour le moment, pas de projet concret, mais on sait qu'au niveau européen, il y a quand même l'idée de relier toutes les grandes capitales de l'Europe, soit par le train de nuit, soit par, une liaison à grande vitesse. Donc, c'est des choses qui sont en train
sur lesquels les gouvernements et l'Union européenne travaillent. Donc, moi, je continuerai à mettre la pression, voilà, sur la France, pour qu'on ne perde pas de vue cet objectif. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui doit se faire dans un cadre européen. Et pour le moment, j'ai pas encore vraiment de nouvelles vraiment très concrètes à vous apporter à ce sujet. Mais Mais c'est comme vrai que vous êtes dans la transition énergétique, c'était aussi l'occasion justement de alors, je suis dans la commission du développement durable, de l'aménagement développement durable. et l'aménagement du territoire, ça comprend effectivement le transport. Et donc, c'est pour ça qu'on avait auditionné dans cette commission ces deux figures-là. Mais donc Est-ce voilà, donc je continuerai à pousser en ce sens. est-ce qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui qui sont des sujets presque d'actualité, on va dire, que vous allez rapidement mettre en avant dès qu'on aura terminé la partie budgétaire et de sécurité sociale, dès que ça sera derrière nous, sur quoi vous allez travailler? Quels sont les grands thèmes sur lesquels que vous souhaitez aborder Alors, ben, 2026? je vais, je vais quand même être pas mal en ligne avec ce que j'avais annoncé pendant la campagne. Et c'est vrai que le fait d'avoir rejoint la commission du développement durable m'ouvre de nouvelles perspectives quant aux sujets sur lesquels je peux m'impliquer. Et donc, dans le cadre effectivement de cette commission, c'est lié à cette commission, mais en fait, je vais le faire pour le compte de la commission des affaires européennes, puisqu'on va le faire sur un angle européen. Je vais travailler sur le sujet du financement de la transition énergétique, comme je vous le disais. Un des sujets que j'aimerais traiter plus en avant au sein de la commission du développement durable, c'est le sujet de l'eau, parce que c'est un sujet qui concerne de Ouais. plein fouet mon pays de résidence, l'Espagne, et également la France. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet émergent et qui crée enfin, qui pose de nombreuses problématiques et à laquelle il faut répondre, notamment les conflits d'usage. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel plus en avant j'aimerais m'impliquer, mais c'est vrai que voilà, je vais commencer par ce rapport sur le financement de la transition énergétique. Je vais continuer de pousser d'essayer de faire avancer le combat pour une meilleure prise en compte de la neurodiversité dans le monde du travail et dans le système d'éducation. J'ai d'ailleurs fait une question orale à la ministre déléguée au handicap il y a 2 semaines de cela. On en Et, avait parlé dans la campagne. voilà, et je vais la rencontrer la semaine prochaine pour en parler. Donc ça, c'est aussi un combat que j'aimerais faire avancer. Et puis, je continuerai à mener les combats de mon prédécesseur concernant les finances publiques. Donc là, pendant la période budgétaire, j'ai eu l'occasion de poser quelques amendements, de faire quelques questions, et certains ont été pris en compte, hein, puisque vous savez que la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, fait maintenant apparaître dans ce qu'on appelle le jaune budgétaire, qui est une sorte d'annexe au budget, fait bien apparaître ce qu'on appelle enfin le déficit du système de pension publique, alors qu'avant, on ne le voyait pas apparaître clairement. Ça reste dans une annexe, c'est pas encore dans les principaux tableaux de la comptabilité nationale, mais bon, on avance on est sur le bon chemin, on va dire. Et là, je pense qu'il faut attendre en fait la fin de la période budgétaire pour le reprendre, parce que si j'avais recommencé à parler de ça là pendant le débat sur la sécurité sociale, ça aurait été vraiment mettre de l'huile sur le feu. Donc, j'ai préféré ne pas insister plus en avant là-dessus. Mais voilà, et sur le numérique, bah, comme vous savez, mon prédécesseur a été missionné sur Missionné, un. oui. Donc, il va bientôt rendre ses conclusions avec le député socialiste Arthur Delaporte. Donc, on verra si suite à ce rapport, il y a des choses que je peux porter législativement. Il y a également une députée de mon groupe qui a fait une proposition de loi concernant le numérique, notamment l'interdiction de pouvoir accéder aux réseaux sociaux avant d'avoir 15 ans, et d'autres propositions liées un petit peu à la protection des mineurs face aux dérives du numérique, qui va être discutée en janvier. Donc, je vais la regarder de très près cette loi, et je verrai dans quelle mesure je peux l'amender, la compléter. Donc voilà, c'est à peu près voilà, les 4 sujets sur lesquels je Pas m'impliquerai mal, ces prochains mois, en plus des sujets qui pas mal. particulièrement les Françaises et les Français de l'étranger.
Pas mal chargé. Alors justement, avec ce rythme intense, qu'est-ce qui vous motive chaque matin? Qu'est-ce qui motive? Et c'est en fait, je me dis: «Oh là là, j'ai» enfin, je à me lever, j'ai en fait, il y a tellement de choses à faire que Ah oui, comment que en c'est quoi fait la motivation? en fait, c'est plus, en fait, je suis face à une sorte de frustration de ne pas pouvoir, me cloner, en fait, pour pouvoir, avancer plus vite sur tous les sujets sur lesquels je voudrais avancer. Mais voilà, il faut s'en faire un peu une raison et le fait de pouvoir être utile et de faire avancer les sujets dont on a parlé, bah, c'est pour moi, c'est ça la principale, motivation, en fait, hein, donc il y en a pas d'autre, hein. Donc voilà. Bon, alors, on a bien compris. Alors, justement, la question finale que j'abordais en introduction, si j'avais su, j'aurais pas venu. Euh, Avec tout ce que vous savez maintenant, tout ce que vous avez vécu ces 2 derniers mois, avec cette entrée, bien entendu, en matière très, très intense, que ce soit à la fois fatigue, responsabilité, déplacement, si c'était à refaire, seriez-vous quand même venu? Mais oui, mais à 100. On en a pas parlé, mais pour moi, la vraie seule difficulté, le vraiment, c'est de pas voir beaucoup mon fils de 9 ans. C'est vraiment pour moi, le seul, vrai problème qui n'a pas de solution. Mais pour le reste, tout est, assumable, enfin, tout peut être compensé, enfin, tout est compensé par voilà, ce que je vous disais, ce sentiment que, bah, on fait quelque chose, d'utile pour ses compatriotes. Donc, non, non, je reprendrai les mêmes décisions et et voilà. Alors, je m'attendais peut-être pas effectivement à tout ce qui m'arrive, mais j'avais quand même, comme j'étais suppléante de mon de Stéphane Vegeta, mon prédécesseur, j'avais quand même une idée de l'intensité du travail que ça représentait. C'est vrai que cette situation-là, de discussion budgétaire est inédite, hein, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé avant, à tel point qu'en fait, personne ne sait exactement les prochains pas, parce que comme c'est une situation dans laquelle personne n'a jamais été, même les spécialistes du droit constitutionnel, enfin, il y a vraiment des discussions, parce que comme ça n'a jamais été fait, en fait, voilà, personne ne sait exactement quel va être le prochain pas. Mais ça rend les choses, voilà, je vous dirais encore plus intéressantes. Et peut-être pour terminer là-dessus, je comprends que pour nos concitoyens et concitoyennes, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est pas toujours très lisible. Ça l'est même pas toujours pour nous, en fait. Mais en même temps, ce qui est en train de se passer, c'est important, c'est pas du temps perdu. Il y a des moments qui sont un petit peu caricaturaux, où effectivement, on a un peu l'impression d'être dans la cour de récréation d'une école maternelle, mais il y a aussi beaucoup de moments, Je bordais. il y a aussi beaucoup de moments où il y a vraiment un vrai débat, et qui, même si parfois la conclusion ou l'avis du gouvernement sur les propositions qui sont avancées parlementaires est que non, c'est pas possible de donner un avis favorable sur l'amendement proposé, mais qui dit mais ça peut faire l'objet d'une proposition de loi, c'est un débat intéressant, on reviendra dessus, on pourra travailler dessus après la période budgétaire. Et donc, tous ces débats, en fait, c'est le message que je voulais transmettre, ne sont pas en vain. C'est des choses qui font avancer, comme dans le budget, en fait, on revient à peu près sur toutes les missions de l'État, sur toutes les politiques publiques. Et ben, ça nous mène à des discussions sur toutes les politiques publiques de l'État. Et quelque part, ça fait avancer un petit peu le débat. Et j'oserais dire qu'on est quand même, même si les groupes votent parfois de manière inconsistante, on n'est vraiment pas encore rentré dans la culture de la vraie coalition. Petit à petit, on est en train d'opérer, je pense, un changement culturel dans la manière d'aborder les débats à l'Assemblée nationale. Et donc, on n'est pas encore arrivé à cette vraie culture de la coalition du compromis, mais voilà, j'aurai l'optimisme de dire que petit à petit, voilà, ça commence Vous à pensez qu'on va revenir en arrière, que maintenant la cinquième va plus ressembler demain à la troisième ou à la quatrième République où on avait des grands débats, mais tout se passait ensuite au Parlement. Ben, je pense qu'on on va pas revenir à des majorités absolues, ou peut-être même relatives, Mhm. ces prochaines années, hein. C'est pour ça que je suis pas sûre qu'une nouvelle dissolution apporterait beaucoup de clarté, ou changerait cet état de fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les Françaises et les Françaises, ils veulent voter pour la sensibilité spécifique, voilà, politique qui les représente. Donc ils veulent, voilà, et donc il y a besoin d'avoir
11 groupes actuellement au Parlement, pour refléter ces différentes sensibilités. Et ça, c'est les retours qu'on a tous, hein, tous et toutes, dans toutes nos circonscriptions. Tout ce que les Français et les Françaises nous disent: «Mais on veut que vous vous mettiez d'accord, pour, doter la France d'un budget pour passer les lois». Donc je pense que ça nous oblige à développer cette culture, Et de vous la avez commencé. compromis. Et vous avez commencé. On a commencé, c'est vraiment, on en est au balbutiement, mais voilà, pour donner une petite dose d'optimiste et voilà, ne pas laisser penser que tout ce qui se passe au Parlement, c'est du grand n'importe quoi, ça ne mène à rien, c'est en vain. Non, c'est pas vrai, et le fait qu'on ait réussi à voter le budget de la sécurité sociale, je pense, est assez, est symboliquement très important pour montrer que malgré tout, on avance quand même. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Nathalie Cogia. Merci, Madame la députée, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Euh, putain. D'avoir été avec nous, d'avoir répondu bien entendu avec transparence sur votre arrivée fulgurante à l'Assemblée, sur votre rythme de travail et sur les attentes des Français de l'étranger dans toute la 5e circonscription. Alors, votre témoignage permet de mieux comprendre ce que représente vraiment le mandat de député des Français de l'étranger, et puis on le rappelle, entre Paris, Madrid, Lisbonne, Andorre et Monaco, et d'appréhender la réalité quotidienne derrière la fonction. Alors, pour vous qui regardez évidemment cette vidéo, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos interviews, toutes nos chroniques et toute l'actualité des Français de l'étranger à travers le monde. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. On se retrouve en tout cas très bientôt. Merci Nathalie Cogia, encore une Merci fois. encore Et, une fois aussi. et puis bonne chance pour la continuité de ce mandat. Et puis reposez-vous pendant les fêtes de Noël parce que je pense que vous en aurez besoin et que vous pourrez profiter de votre enfant. Merci beaucoup Thierry Burtin, et on se reparle quand vous voulez en 2026. Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir.